Donc, bonjour à tous et à toutes encore une fois et bienvenue à l'heure de la physique, une conférence hebdomadaire pour explorer différents domaines qui sont liés à la physique. Mon nom est Simone et c'est moi qui vais modérer la période de questions après la présentation de ce soir. Mais avant de commencer, j'ai pour vous une description sommaire du contexte dans lequel s'inscrit notre série de conférences. D'abord, l'Association canadienne des physiciens et physiciennes, c'est la voix de la physique au Canada, représentant les physiciens et physiciennes à tout stade de leur carrière. L'ACP procure leadership et soutien à la communauté de physique canadienne en célébrant les accomplissements canadiens en physique, en tenant ses membres informés, mais aussi en menant une variété d'initiatives comme celle que vous voyez ici. Et plus précisément, le Conseil consultatif étudiant, ou CCE de l'ACP, a été formé en 2019 pour créer une voix étudiante forte au sein de l'ACP. On est un groupe diversifié et inclusif qui cherche à représenter, supporter, mais aussi unifier les personnes qui étudient en physique à travers le Canada. Et quelques-unes des initiatives sur lesquelles on travaille présentement sont la revendication d'un meilleur financement pour les étudiants et étudiantes, la diffusion d'opportunités via notre site Web et nos réseaux sociaux, et une consultation de la communauté étudiante canadienne qui nous permet de comprendre comment on peut la servir le mieux possible. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur ce qu'on fait, je vous invite à consulter notre site Web. On représente toutes les personnes qui étudient en physique au Canada, donc évidemment, on vous invite à entrer en contact avec nous par courriel ou via les réseaux sociaux pour faire entendre votre voix. Et sans plus attendre, je cède la parole au conférencier invité de ce soir, M. Patrick Desrosiers de l'Université Laval. Bonjour, merci beaucoup Simone. Merci à tous les étudiants et toutes les étudiantes d'être présents en ce mardi après-midi ou soir de la fin du mois d'août, juste avant l'année scolaire, donc académique. Donc, vous êtes un bel exemple d'intérêt pour la physique. Je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens aussi à remercier le comité consultatif de l'ACP étudiant pour m'avoir invité, évidemment, et de m'inviter aussi à faire une présentation en français de surcroît. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Je vais commencer le partage de ma présentation. J'en profite pour vous signaler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Si je ne réponds pas tout de suite, quelqu'un devrait pouvoir m'interrompre. Je vais aussi utiliser un petit pointeur. Si vous me permettez, je vais enlever une fenêtre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la complexité et de la simplicité des réseaux de neurones. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je commence tout de suite avec des données réelles. Donc, vous voyez à droite un exemple de données réelles qui sont collectées au Centre de recherche cerveau par mon collègue neurobiologiste Paul de Coninck et par notre étudiant de doctorat Antoine Légaré, qui d'ailleurs a fait un bac en physique. Donc, c'est vraiment une équipe transdisciplinaire avec des physiciens et des biologistes. Ce que vous voyez, en fait, là, à droite, ce n'est pas ni un ourson en méditation, ni un panda, c'est vraiment l'activité neuronale de tout un cerveau d'un poisson zèbre à l'état de larve que vous voyez à droite. Donc, c'est un tout petit poisson qui est transparent lorsqu'il est jeune et grâce à des modifications génétiques et grâce à des nouvelles techniques d'optique, on peut imager l'activité de chacun des neurones. Donc, chaque point blanc que vous voyez, c'est un neurone et plus précisément le corps cellulaire d'un neurone et le niveau d'intensité lumineuse représente le niveau d'activité. Donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que physicien mathématicien, c'est de résoudre plusieurs problèmes associés à ce type de données. Donc, je m'intéresse à décrire mathématiquement l'évolution de l'activité des neurones, de tous les neurones d'un cerveau. Je m'intéresse à savoir si l'activité neuronale est simple ou complexe. On va voir que pour moi, simple ou complexe, ça fait référence à la dimension sous-jacente au problème. Ça va devenir un peu plus clair plus tard. Je m'intéresse à savoir si on peut prédire l'évolution de l'activité sur l'effet de stimuli externes, si on peut anticiper l'effet de perturbation interne comme la perte de neurones ou de connexion. Je vais expliquer un peu plus tard c'est quoi. Et est-ce qu'on peut élaborer des stratégies de récupération de l'activité normale suite à des perturbations majeures? Donc, puisque pour la plupart d'entre vous, vous n'avez vraiment pas de bagage en neurosciences,
On est tous des physiciens ici. Donc, je vais commencer par la base, expliquer les concepts et les notions mathématiques de base nécessaires à la description des réseaux de neurones. Et je vais vous présenter des résultats récents du volet plus théorique de l'analyse des réseaux de neurones qu'on a réussi à terminer tout récemment. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec la description d'un neurone, qui est une cellule très complexe. Donc, lorsqu'on ouvre un manuel de neurobiologie, on voit beaucoup d'illustrations extrêmement détaillées comme ceci. Donc, ça, c'est typique des biologistes et je les comprends parce que ça rend justice à la complexité des systèmes biologiques. Mais pour les physiciens en général, c'est le genre d'illustration qui est difficile à accepter. Donc, je vous propose une version physicienne qui est beaucoup plus simple, dans laquelle on résume l'activité, le neurone en 3 parties. Donc, c'est une cellule qui a d'abord des dendrites qu'on voit à gauche, ensuite un corps cellulaire qui contient un noyau qu'on voit au centre, et ensuite, la cellule se termine avec un axone. Et dans l'axone, il y a quelque chose de particulièrement important, c'est la propagation d'un potentiel d'action qu'on voit qui est illustré ici. L'image vient de Wikipédia, donc si vous n'aimez pas la qualité du dessin, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Et le potentiel d'action, c'est tout simplement une différence de potentiel entre l'intérieur de la membrane cellulaire et l'extérieur de la membrane qui se propage le long de l'axone. Donc, si on simplifie encore plus, d'un point de vue physicien, donc le neurone, c'est une cellule qui traite des données d'entrée, donc les signaux d'entrée, qui est un signal de type chimique et électrique, qui fait l'intégration, les traitements et qui retourne un signal qui est plutôt de type binaire, parce qu'un potentiel d'action est présent ou il n'est pas présent à un temps donné. Donc, essentiellement, d'un point de vue mathématique, le neurone, à un instant donné, c'est une fonction qui prend une valeur réelle et qui renvoie une quantité binaire, soit un 0, 1, 0 étant l'absence de potentiel d'action et 1 étant la présence de potentiel d'action. Évidemment, ça, c'est pour la cellule elle-même, mais les réseaux de neurones sont constitués de plusieurs neurones. Donc, si on prend une représentation détaillée, normalement, on a un neurone qui pourrait émettre un signal, un potentiel d'action, et il doit se transmettre jusqu'à un autre neurone. Ceci se fait grâce à la synapse, qui est en fait un espace entre 2 cellules. D'un point de vue mathématique, on représente la synapse à l'aide d'un graphe à 2 sommets, un qui représente le neurone qui est présynaptique, donc qui émet le potentiel d'action possiblement, et le neurone qui est postsynaptique, qui devrait recevoir le potentiel d'action. Donc, pour décrire un réseau de neurones dans son entièreté, c'est-à-dire les cellules et les synapses, on utilise plutôt un graphe qu'on appelle orienté et pondéré. Orienté parce que la trajectoire du signal électrique va d'une cellule vers une autre. Donc, ce n'est pas bidirectionnel nécessairement. Et pondéré parce que la pondération fait référence au poids synaptique. Donc, certaines synapses sont plus importantes que d'autres, vont transmettre plus de signal à une cellule. Et à l'aide des graphes, on représente ça grâce à des liens ou des arêtes, si vous préférez, qui sont plus larges. Donc, ici, on a la cellule numérotée par I. Il y a une synapse qui passe de I vers J. Et le poids synaptique est élevé puisque le trait est épais. Et si on le compare au poids synaptique entre J et I, qui est plutôt faible. Et lorsqu'il n'y a pas de lien, comme entre K et I, ça veut dire qu'il n'y a tout simplement pas de synapse. D'un point de vue mathématique, les graphes, c'est des structures discrètes extrêmement bien étudiées, bien définies en théorie des ensembles, et c'est souvent beaucoup plus pratique d'utiliser des matrices. Donc ici, je vais introduire le poids de la connexion, qui est un élément ici, entre la cellule I et la cellule J. C'est l'élément WJI. Je suis désolé de l'ordre qui est contre-intuitif, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Ça évite d'utiliser des transpositions. Donc, WGI, c'est le poids synaptique entre la cellule, de la connexion synaptique qui va entre I et J. Et avec l'ensemble des poids synaptiques, on peut constituer une matrice. Et donc, pour un réseau qui est un modèle, la matrice peut être petite, mais pour un système nerveux, en réalité, ce sont des immenses réseaux et donc des immenses matrices qui doivent être considérées. Donc, si on prend l'exemple
terrible de l'éléphant. Donc, dans l'éléphant, on se retrouve avec de l'ordre de 200 milliards de neurones. Chaque neurone dans un éléphant peut avoir entre typiquement 1000 et 50 000 connexions. Donc synapses, c'est un nombre énorme de synapses. Chez l'humain, on retrouve environ 80, dans tout le système nerveux, ce n'est pas seulement le cerveau, on retrouve environ 86 milliards de neurones. Et chaque neurone possède aussi entre typiquement 1000 et 50 000 neurones. Je dis typiquement, mais il y a des grandes variations. C'est une des caractéristiques des réseaux de neurones. Et pour le chien, c'est plus de l'ordre de 5 milliards ou 4 milliards. Et pour le chat, un peu moins qu'1 milliard de neurones dans tout le système nerveux. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les réseaux de neurones et des animaux, ben je vous recommande la lecture du Human Advantage, qui est un livre de sciences populaires très accessible et vraiment très intéressant. Donc, évidemment, pour les plus grands animaux, on n'a pas de description complète des réseaux de neurones. En fait, c'est assez décevant. Lorsqu'on commence dans le domaine, on se rend compte qu'il y a seulement 3 espèces animales pour lesquelles on connaît complètement le connectome. On dit connectome, c'est la même chose que dire l'ensemble des réseaux de neurones du système nerveux, ou si vous aimez mieux, la matrice qui décrit toutes les connexions synaptiques entre les neurones. Donc, il y a d'abord un verre qui est 1 mm de long qui s'appelle le C. elegans, qui contient de l'ordre de 300 neurones, 5000 synapses, qui est étudié depuis les années 80, qui est le système le plus connu et qui est encore étudié abondamment. Il y a la sillonne, qui est un animal marin, qui, lorsqu'il est tout jeune, donc sous forme de tétard, possède 177 neurones. Donc, c'est tout petit comme système nerveux. Et récemment, il y a eu un exploit quand même parce que la drosophile, la plus grosse partie du cerveau de la drosophile, qui a été cartographiée complètement avec 25 000 neurones et de l'ordre de 60 millions de synapses. Donc, ça, c'est vraiment les 3 espèces les mieux connues. Il y a aussi des connectomes qui sont plus partiels. Donc, par exemple, pour la souris, on connaît les poids synaptiques moyens d'une région à une autre. Donc, ça a été quantifié par le Allen Institute. Pour le poisson zèbre qu'on a mentionné tout à l'heure, il existe aussi des connectomes dans lesquels certains neurones ont été ciblés. Donc, au lieu de cibler tous les neurones du cerveau de l'ordre de 100 000 neurones, on en a ciblé seulement 20 000. Et pour les autres espèces animales, il y a plein d'informations partielles. Et la beauté dans le domaine, c'est que tout est disponible sur Internet. Si vous fouillez, vous allez facilement trouver les matrices de connexion pour plusieurs espèces animales. Évidemment, toutes ces espèces animales ont été étudiées abondamment, les connectomes, les propriétés. Entre autres, on a déterminé qu'il y a ce qu'on appelle beaucoup de clustering, c'est-à-dire de l'agglomération. Il y a beaucoup de formations de triangles à l'intérieur des connectomes. Une autre propriété importante, c'est qu'on trouve une distribution des degrés qui est hétérogène. Le degré, c'est le nombre de connexions que possède un nœud dans le réseau. Donc, si vous aimez mieux un neurone. Donc, ça peut être le nombre de connexions sortantes ou entrantes dans un neurone. Et c'est très hétérogène dans tous les réseaux de neurones observés, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui vont avoir de l'ordre de 4 connexions, alors que d'autres vont en avoir 50 000 chez l'humain. Donc, c'est une des propriétés fondamentales. Une autre propriété extrêmement fondamentale, c'est qu'il y a formation de modules, c'est-à-dire des sous-groupes de neurones qui sont densément connectés entre eux. Donc, toutes ces propriétés-là sont très intéressantes, mais ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien de typique ou d'extraordinaire. Si on les compare aux autres propriétés qui ont été observées dans les réseaux réels, c'est-à-dire les réseaux, par exemple, d'interaction entre les protéines, les réseaux technologiques comme Internet, les réseaux sociaux aussi possèdent ce genre de propriétés-là. Donc, ce qui nous intéresse en neurosciences, c'est de savoir qu'est-ce qui plutôt caractérise le plus les réseaux neuronaux et de toute évidence, pour distinguer les réseaux neuronaux des autres réseaux, il faut introduire la dynamique, qui est quelque chose d'extrêmement particulier dans les réseaux de neurones. Donc, si vous me permettez, je vais aborder un peu le sujet des modèles dynamiques, donc les modèles mathématiques pour décrire l'activité neuronale. Je suis désolé, j'ai une fenêtre, je vais l'enlever ici, qui me dérange. Je vais devoir enlever la notation. Excusez-moi.
Je vais récupérer mon annotation et je n'arrive pas à le faire. Voilà, je suis de retour. Désolé. Donc, il existe plusieurs modèles dynamiques qui ont été étudiés depuis des décennies. En commençant par la PIC, il y a plus qu'un siècle. Hodgkin et Huxley, qui sont deux biophysiciens qui ont gagné le prix Nobel et qui ont fait un modèle aussi électrique de la cellule. Donc, dans leur modèle, chaque neurone est décrit à l'aide d'au moins 4 équations différentielles. Mais si vous me permettez, je vais plutôt aborder un autre type de dynamique qui a été introduit au tournant des années 70, entre autres par Amari, qui est un ingénieur, Wilson et Cohen. Cohen, c'est un physicien aussi. Cohen et Grosberg, qui ont étudié une famille encore plus générale de dynamique, et Hopfield, qui est un physicien à la base et qui a vraiment popularisé ce type de dynamique-là, entre autres en étudiant le problème de la mémoire associative. Donc, dans ce modèle-là, je vais prendre le temps un peu de définir les variables. Ici, je m'intéresse à un neurone. J'ai du signal entrant qui est modélisé par X et du signal sortant qui est Y. Donc, dans ce modèle-là, Y représente l'activité, ou si vous aimez mieux, le taux de décharge, le taux d'émission de potentiel d'action. X, ça représente le taux de décharge, ou plutôt le taux de réception de potentiel d'action totaux à l'intérieur de la cellule. Et l'équation différentielle qui nous intéresse, en cliquant un peu partout, j'ai sauté des pages, mais dans la page précédente, il y avait plus de paramètres un peu partout. Je les ai enlevés pour simplifier la description. Ce qui est important ici dans l'équation différentielle, c'est si vous regardez bien, j'ai le taux d'évolution de l'activité qui contient un terme de décroissance pour assurer que l'activité d'un neurone n'explose pas, et un terme de croissance qui est décrit à l'aide d'une fonction qui est la fonction sigmoïde. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de la physique statistique, peut-être vous vous souvenez, vous avez déjà vu la distribution de Fermi-Dirac, mais c'est écrit à l'aide de la fonction sigmoïde ou ce qu'on appelle logistique. Donc, sigma de Z, ici Z étant X moins mu, est décrit ici. Donc, mu ici joue le rôle de ce qu'on appelle un seuil. Donc, dans la dynamique neuronale, ce qui est vraiment important de savoir, outre le fait que la décroissance, c'est qu'il y a un seuil. L'activation devient importante pour un neurone si l'activité entrante, X, dépasse le seuil. Autrement dit, si l'activité entrante est bien plus faible que le seuil, on se retrouve avec une excitation qui est négligeable. En revanche, si l'activité entrante est bien plus grande que le seuil mu, on se retrouve avec une activation qui est importante. Et ça, c'est la caractéristique première des réseaux de neurones. Voici un petit modèle ici. Donc, on va étudier la dynamique qui est Y. Quand le seuil est faible, c'est la courbe orange, et quand le seuil est très élevé, c'est la courbe verte. X, c'est l'activité entrante. Donc, on voit ici que même si le neurone part avec une activité qui est maximale, étant donné la décroissance, il doit y avoir une décroissance dans le temps, même s'il y a une activité entrante importante. Mais plus tard, si le seuil est bas, l'activité entrante va réussir à activer le neurone et donc à le faire osciller avec un certain délai et à s'équilibrer autour d'une valeur autour de 0,7, qui est un taux d'activité relatif par rapport aux autres. En revanche, si le seuil est très élevé, l'activité entrante ne va pas être suffisante pour activer le neurone, et le neurone va tout simplement avoir un taux d'activité qui est faible et donc va essentiellement s'éteindre, c'est-à-dire avoir un taux d'activité négligeable. Lorsqu'on unit on utilise le même modèle, mais on considère un réseau complet, donc on se retrouve avec un système d'équations différentielles avec n variables, n, grand N étant le nombre de neurones ici. J'ai éliminé les variables Y parce que maintenant, toutes les variables influencent les unes les autres. Donc ici, j'ai le taux de variation de l'activité du neurone I qui contient un terme de décroissance et un terme de croissance qui dépend de toute l'activité qui est entrante dans le neurone I. Donc ça, c'est un système qui est de grande dimension.
Et si on le représente sous forme matricielle, c'est un peu plus simple à voir. On voit qu'on peut tout décrire à l'aide d'un vecteur d'activité et d'une matrice, la matrice de connexion, ou si vous avez mis la matrice des poids synaptiques. Et ce qui est important, c'est qu'on voit que dans ce modèle-là, on se retrouve avec un produit de la matrice ou un vecteur des états ou des activités. Et ce produit matriciel-là a beaucoup d'importance sur le comportement de la dynamique. Donc, ce système-là, en général, lorsqu'on le regarde, c'est un système de grande dimension parce que le nombre de neurones est toujours élevé. C'est un système différentiel avec hétérogène parce que les paramètres de neurones à l'autre varient beaucoup, entre autres les paramètres de connexion et les paramètres de seuil. Et c'est un système qui est non linéaire parce qu'il y a une fonction d'activation qui est non linéaire. Et ça donne lieu à toutes sortes de comportements. Ici, je tiens à remercier Anthony Drouin, qui a été stagiaire cet été au Centre de recherche cerveau et qui a fait une petite animation pour moi. Et je pense qu'il est présent. Merci, Anthony. Donc, ici, on voit un exemple avec un petit réseau, somme toute 350 neurones, dans lequel on a une matrice de poids ici qui contient des valeurs négatives et positives. Les valeurs négatives représentent l'inhibition, c'est-à-dire le caractère de certains neurones à calmer l'activité des autres. Et les poids positifs, c'est l'excitation, c'est-à-dire la propension de certains neurones à activer les autres et à faire en sorte que les autres neurones deviennent de plus en plus actifs. Et donc, dans cet exemple-ci, on voit tous les cas de figure. Donc, on voit des neurones qui, en noir, se désactivent extrêmement rapidement et qui gardent une activité, qui deviennent extrêmement actifs et qui gardent le haut niveau d'activité. Mais en général, dans un réseau, même s'il est relativement petit, on se retrouve avec des phénomènes assez complexes d'oscillation entre les populations neuronales. Et c'est typique des réseaux de neurones qui peuvent avoir toutes sortes de comportements d'oscillation, mais aussi du chaos à l'intérieur. Donc, l'une des questions, je vous ai parlé de simplicité et complexité. L'une des questions naturelles pour nous, c'est de savoir quelle est la dimension sous-jacente à un réseau lorsqu'on regarde la dynamique. Donc ici, je vais mettre de façon hypothétique deux axes. Un axe, le premier axe pour décrire le taux d'activité, le taux d'émission de potentiel d'action d'un premier neurone, donc l'activité X1, et du deuxième neurone X2. Donc on a deux cas de figure. Soit l'activité, lorsqu'on l'enregistre ou la simule, va remplir une zone bidimensionnelle. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un problème de grande dimension, c'est-à-dire qu'on occupe un espace bidimensionnel, ou on se retrouve avec une activité qui occupe un espace qui est plutôt type unidimensionnel. Si on poursuit le jeu à 3 dimensions, on a les 3 cas de figure les plus importants, une trajectoire unidimensionnelle, des activités qui s'agglutinent sur un sous-espace bidimensionnel qu'on appelle une variété. Et on se retrouve avec la possibilité que l'activité neuronale remplisse un volume tridimensionnel. Donc, ce qui est plutôt observé expérimentalement, c'est qu'on se retrouve en général avec des valeurs de dimension qui sont intermédiaires, jamais la valeur maximale. Donc, lorsque le nombre de neurones devient grand, on s'attend à avoir une petite dimension qu'on appelle efficace, c'est-à-dire la petite dimension sur laquelle, la dimension de l'espace sur laquelle vit toute l'activité neuronale. Donc, évidemment, là, ici, j'ai représenté l'activité en 3 dimensions. Je ne peux pas le faire pour les plus grandes dimensions, donc on doit utiliser d'autres méthodes pour les visualiser. Ce problème-là de dimension a été étudié beaucoup dans la dernière décennie. Tantôt, des articles vont démontrer que la dimension des systèmes est petite. Tantôt, on va dire qu'elle est grande. Mais en réalité, ce que je vais montrer plus tard, c'est que tout ceci est réconciliable si on utilise un concept important qui s'appelle le rang efficace des systèmes. Donc, une des premières, donc pour nous, ce qui est important, c'est d'écrire l'activité des grands réseaux de neurones. Notre première influence, ça a été un article très important de Gao, Barzel et Barabasi dans Nature en 2016. Donc, dans cet article-là, les auteurs ne s'intéressaient pas du tout au réseau de neurones, mais quand même s'intéressaient à des modèles dans lesquels il y a une dynamique non linéaire et il y a aussi une matrice de poids comme ceci. Ce qu'ils ont proposé pour étudier ce qu'ils appellent la résilience, je vais y revenir, ils ont proposé d'introduire des nouvelles variables dynamiques. Donc, une première variable X
qui se retrouve à être l'activité pondérée de chacun des nœuds. Donc, pondéré par le degré, je vous rappelle que le degré, en fait, c'est le nombre de connexions. Et aussi un autre paramètre qui est structurel, donc qui encode l'essentiel de l'information qui est contenue dans la matrice W et qui est aussi une moyenne pondérée des degrés. Donc, autrement dit, le réseau, qui était très complexe, se résume maintenant à un réseau avec un seul nœud et une seule connexion dessus de poids bêta. Et le système est régi par cette équation différentielle où les fonctions f et g sont les mêmes qu'on observe ici. Donc, cette approche-là a vraiment réussi pour étudier la résilience. Je vais y revenir. Malheureusement, ça fonctionne très, très bien seulement dans des familles très particulières de réseaux. Et donc, c'est un problème que nous, on voulait résoudre. Donc, lorsque je parle de résilience, c'est très important en neurosciences. Donc, on dit qu'un système est résilient, en particulier les réseaux de neurones, lorsque le système peut récupérer sa fonction normale après une grosse perturbation. Et l'exemple, je pense, l'extrême de la résilience, c'est Terry Wallace aux États-Unis, qui malheureusement est décédé cette année, mais qui, à l'âge de 19 ans, a eu un accident de moto et puis est tombé dans un coma pendant plusieurs mois. Et ensuite, pendant 19 ans, s'est retrouvé dans un état de conscience minimale, c'est-à-dire qu'il était incapable, même s'il y avait de l'activité cérébrale, incapable de communiquer avec quiconque et avait un niveau de réaction minimal aux stimuli. Et 19 ans plus tard, du jour au lendemain, il s'est réveillé en disant « maman » la première fois. Et donc, les médecins ont réalisé que pendant toutes ces années, il y avait eu reconstruction à l'intérieur du cerveau de certaines connexions synaptiques et que probablement ce système-là, rendu à un certain seuil, la reconstruction était suffisante pour permettre de récupérer la conscience. Donc ici, il y a un phénomène de transition qui est discontinu, qu'on observe parfois dans des systèmes physiques. Donc, on peut passer d'un état à un autre de façon discontinue. Et ceci est bien connu en écologie, par exemple, et dans d'autres systèmes complexes depuis les années 70. Et on représente souvent ça à l'aide d'un diagramme bidimensionnel lorsque c'est possible, dans lequel on a un axe qui représente l'activité, ici, X, et un autre axe qui représente la connectivité, comme le paramètre bêta qu'on voyait tout à l'heure. Et dans ce diagramme-là, on retrouve deux branches. Une branche supérieure qui représente l'activité normale et une branche inférieure qui représente l'activité trop faible ou anormale, comme dans le cas de quelqu'un qui a une activité cérébrale qui est trop faible. Et donc, on dit que lorsqu'on se retrouve dans cette branche-ci, dans ce secteur-ci de la branche supérieure, que le système est très résilient parce que si on fait une rupture du paramètre de connectivité du réseau, on peut se retrouver dans un état d'équilibre qui est quand même relativement proche et toujours dans la branche correcte. Par contre, lorsqu'on se retrouve au bout de la branche, on se retrouve dans un état critique dangereux. Et ici, on a un exemple en A, c'est vraiment basé sur une simulation, où vous voyez en dégradé de bleu le niveau d'activité des neurones. Et lorsqu'on est en A, l'activité est normale. Et si on enlève un et un seul lien, en A, on se retrouve en B, avec presque zéro activité, c'est-à-dire on descend complètement de niveau d'activité. Donc, il y a une transition abrupte vers la perte d'activité. Et malheureusement, pour récupérer l'activité, on ne peut pas propulser le système vers le haut. On doit reconstruire le réseau progressivement et, si possible, avoir une perturbation d'activité suffisamment grande pour se retrouver dans le bassin d'attraction qui est en bleu ici et récupérer l'activité. Donc, ce genre de système-là, de diagramme est possible grâce à la réduction dimensionnelle unidimensionnelle. Malheureusement, on a dit qu'il y avait aussi des problèmes sur l'application à des réseaux plus complexes. Pour améliorer la résolution du problème de la réduction dimensionnelle, mais notre premier calcul, il y a quelques années, ça a été de faire ce qui suit, c'est-à-dire dire « Ah, je pars avec un système très général. » C'est le seul calcul que je vais faire aujourd'hui. Je vous promets de ne pas trop être technique. Donc, j'ai un système général d'équations. Je définis deux nouvelles variables qui sont des moyennes pondérées. Donc, encore une fois, je cherche à décrire l'activité moyenne à grande échelle du réseau. Et ici, j'ai un paramètre structurel. Et je me dis, mais moi, j'aimerais avoir une équation pour X qui ne dépend que de X et de bêta. Et donc, si on dérive par rapport au temps,
on retrouve un terme qui ne dépend que de x et de bêta, plus des termes avec des facteurs de correction. Ici, on a des facteurs de correction du deuxième ordre. Ici, on a du premier ordre. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est éliminer les plus grands facteurs de correction. Donc, on veut éliminer le facteur que j'avais encerclé en orange. Et si on l'impose, on se retrouve avec une équation comme un système d'équations linéaires comme ceci, qui peut se réécrire de la forme suivante. Un vecteur rangé fois une matrice est égal à un facteur scalaire fois un vecteur rangé. C'est une forme déformée c'est une forme d'équation que vous connaissez, c'est le problème aux valeurs propres et aux vecteurs propres. Donc, autrement dit, on peut réduire l'erreur de prédiction si la moyenne pondérée est faite avec un vecteur propre. Le plus souvent, vous avez vu la forme avec des vecteurs colonnes. Dans ce cas-ci, ça se fait avec des vecteurs ranges. Et effectivement, ça fonctionne. C'est la meilleure méthode de réduction dimensionnelle à une dimension lorsque vous le faites. Malheureusement, cette méthode-là ne fonctionne pas avec tous les réseaux. Et en particulier, si vous avez des réseaux dans lesquels vous avez des nœuds centraux et d'autres périphériques, les prédictions sont très mauvaises. Donc, le système réel est en bleu et les prédictions sont en orange et les prédictions sont mauvaises. Donc, pour corriger ça, dans notre groupe de recherche, donc avec mes collègues Nicolas Doyon, Louis Dubé, Édouard Laurence, qui était un étudiant, avec des nouveaux étudiants, Guillaume Saint-Onge, Vincent Thibault, avec une postdoc, Marina, et mon collègue Antoine Allard, on a écrit plusieurs papiers qui cherchaient justement à réduire, à l'aide de vecteurs propres et de valeurs propres, les réseaux de neurones et les systèmes complexes en général sur des réseaux. Donc, ça a permis, entre autres, de la réduction de systèmes dans lesquels il y a beaucoup de modules. Mais tout récemment, il y a eu un nouveau développement. Donc, on s'est inspiré beaucoup de la théorie spectrale des graphes. Donc, la théorie spectrale en physique, le spectre des matrices, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, est très important. Donc, la théorie spectrale des graphes utilise justement la théorie des matrices pour en apprendre plus sur les graphes ou les réseaux. Et entre autres, on s'est inspiré de deux papiers extrêmement importants qui ont été écrits par le prix Nobel de physique, Roger Penrose, que vous connaissez peut-être à cause de ses travaux en gravité, physicien mathématicien très célèbre. Mais avant de faire carrière en gravité, il s'est intéressé au modèle de matrice. Et ces deux papiers-là sont particulièrement utiles pour la résolution et la réduction dimensionnelle. Et donc, notre nouvelle approche qui a culminé il y a quelques semaines utilise maintenant ce qui s'appelle la décomposition en valeurs singulières. Donc, la décomposition en valeurs singulières, c'est une théorie matricielle que peut-être vous connaissez moins parce qu'on la voit moins en physique. Donc, je vais juste l'expliquer très rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec une matrice qui décrit le réseau, par exemple, la matrice des poids synaptiques. Et toute matrice, qu'elle soit même rectangulaire ou non rectangulaire, peut se décomposer en termes d'une matrice orthogonale, une matrice de rotation. Une autre matrice orthogonale et une matrice qui est diagonale à l'intérieur avec des valeurs qui sont non négatives. Et par convention, la première valeur qui s'appelle la valeur singulière dominante est plus grande que la seconde, qui est plus grande ou égale que la troisième, et etc., jusqu'à une valeur qui est non nulle, qui est sigma de R. R fait référence au rang de la matrice. Donc, je vous rappelle, peut-être ça date d'un certain temps, mais le rang d'une matrice, c'est le nombre de rangées ou le nombre de colonnes qui sont linéairement indépendantes. Donc, c'est une perspective qui est très utile, mais il y a une autre perspective aussi, un peu plus abstraite, mais beaucoup plus importante pour les réseaux de neurones. C'est la dimension de l'espace qui est générée par tous les facteurs de la forme W fois X. Donc, même si X vit dans un grand espace, W fois X peut être dans un plus petit espace. Et c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux de neurones. Donc, en plus, la décomposition en valeurs singulières nous permet toujours de faire une bonne approximation. En fait, c'est la meilleure, selon un théorème, dans laquelle on dit, au lieu de prendre toutes les R valeurs singulières, je vais en prendre un nombre petit n qui est plus petit que R. Et je sais que si je fais ce genre d'opération mathématique, je vais avoir la meilleure approximation. Une autre perspective, c'est de dire que lorsqu'on a la décomposition en valeurs singulières, ça nous dit que notre matrice peut s'écrire comme les valeurs singulières fois des matrices, chacune de rang 1. Et donc, ça, c'est une décomposition linéaire de votre matrice avec la contribution la plus importante jusqu'à la plus petite.
Et lorsque vous faites une approximation, vous faites une troncation de cette série qui est comparable à une série de Fourier, si vous savez. Donc ici, je vais prendre, pour illustrer le rang des matrices, je vais prendre, je pense, le meilleur exemple. Je dois ça à Alex Townsend qui a fait une vidéo assez intéressante sur le rang des matrices. Et les drapeaux, ben, c'est vraiment des matrices. Si vous changez les couleurs en nombre, ça devient des matrices qui sont une matrice de rang qui est petit en général. Donc, un exemple, le drapeau malheureusement qu'on voit souvent dans l'actualité, le drapeau ukrainien. Donc, vous pouvez facilement réaliser qu'on peut l'écrire comme une matrice colonne fois un scalaire fois une matrice rangée, c'est-à-dire que c'est un drapeau, c'est une matrice de rang 1. Si on prend le drapeau anglais, on se rend compte que c'est une matrice de rang 2. Donc, on peut exactement l'écrire comme ceci, ou si vous aimez mieux en termes de décomposition en somme, le drapeau de l'Angleterre, c'est la somme d'un premier drapeau de rang 1 plus un autre drapeau de rang 1 aussi. Voici un exemple plus complexe. Donc, si on regarde les valeurs singulières, donc ici, l'indice I me dit, par exemple, 1 me dit, j'ai la première valeur singulière, j'ai une valeur de 1. L'indice 2, j'ai une valeur qui est autour de 0,2, deuxième valeur singulière, et ainsi de suite. Donc, avant de tomber à 0, j'en ai plusieurs. Ce qui me dit que, en fait, ici, j'ai un rang qui est plus élevé. Par contre, j'ai une décroissance exponentielle. Et puisque décroissance exponentielle, c'est ce qui va nous permettre de conclure qu'il y a une bonne approximation à l'aide d'une matrice de Born. Et entre autres, vous pouvez vous rendre compte que le drapeau peut s'écrire comme une première matrice, plus une seconde, plus une troisième, plus une quatrième, et vous pouvez tronquer la série, vous allez avoir une bonne représentation du drapeau, une bonne approximation. Et tout ça, c'est grâce à la décroissance exponentielle des valeurs singulières. Si vous le faites avec des réseaux, voici un réseau neuronal typique avec des modules très dirigés. On peut le représenter à l'aide d'une matrice qui contient des blocs. Ici, heureusement, les neurones sont bien ordonnés. Puisqu'il y a une structure avec 3 blocs, ça sous-entend qu'en fait, il y a un rang qui est presque 3, et en fait, le rang effectif est 3, c'est-à-dire le rang approximatif, c'est-à-dire que cette matrice-ci peut s'écrire comme la somme de 3 matrices avec une bonne approximation. Et vous voyez la structure qui apparaît, les structures par bloc. Donc, comment quantifier tout ceci? Ben, au lieu de dire « Ah, j'ai quelque chose qui est de bonne dimension », on utilise ce qui s'appelle le rang efficace ou le rang effectif. Le rang efficace, ça nous donne le nombre de valeurs singulières qui sont significatives. Et l'exemple qu'on utilise le plus, nous, c'est le rang stable, qui est le ratio entre la somme des valeurs singulières au carré divisé par la première valeur singulière au carré. Ceci, c'est l'énergie de la matrice divisée par l'énergie de la première valeur singulière. Et donc, une autre façon de le dire, c'est que le rang efficace, c'est la dimension approximative de l'espace qui est généré par W lorsqu'il agit sur un vecteur. Donc, encore une fois, même si X, qui est comme le vecteur d'activité sur le réseau de chacun des neurones, W fois X vit peut-être dans un plus petit espace. Et on va dire qu'on a un petit rang effectif si on a une décroissance très rapide, exponentielle des valeurs singulières, et plutôt un haut rang effectif si on a une décroissance qui n'est pas aussi rapide. Et ça, on l'a démontré mathématiquement. Donc, vous pouvez vous demander, mais OK, est-ce que le rang efficace, est-ce que les réseaux réels ont des rangs efficaces qui sont petits? Et la réponse est oui. Et l'un des plus bels exemples qu'on a, c'est la drosophile. Donc, vous vous souvenez que c'est plus de 25 000 neurones. Si on prend le réseau de connectivité, on se rend compte qu'on a une décroissance exponentielle extraordinaire. Même si le réseau est extrêmement complexe, ici on voit 5 des connexions, il y a une simplicité qui est sous-jacente et cachée. Et lorsqu'on l'analyse de façon un peu plus sophistiquée, on peut représenter les valeurs singulières sur une échelle logarithmique. Et on voit ici le rang stable qui est 12. Le rang réel de la matrice est 21 000. Donc, on se rend compte que le passage de 21 000 à 12 est immense. C'est-à-dire que ça, c'est une réduction dimensionnelle du problème. Avec 12 valeurs singulières ou la superposition de 12 matrices de 1, on peut reproduire l'essentiel du connectome des
de la drosophile. Un autre phénomène intéressant, c'est qu'on a pu regarder l'effet de la croissance ou de la maturation plutôt des réseaux dans le C. elegans grâce à un papier tout récent. Et dans ce papier-là, on se rend compte que lorsque le réseau devient plus mature, le rang effectif diminue. C'est-à-dire qu'il y a une structure sous-jacente qui se simplifie, il y a une spécialisation et quelque chose qui se passe. Si on fait l'étude à grandeur de centaines de réseaux qui sont disponibles un peu partout sur Internet, mais on se rend compte que le ratio entre le rang efficace et la dimension du système original, c'est toujours extrêmement faible. Et en particulier, lorsqu'on s'intéresse aux connectomes, vous voyez, ce sont les étoiles rouges, il y a un facteur de décroissance extrêmement élevé. Et tout ceci, ça a des conséquences très importante sur l'étude de la dynamique, qui est toujours notre problème qu'on a en tête dans notre réseau, donc dans notre groupe de recherche. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que s'il y a des croissances rapides des valeurs singulières, le système qui, au départ, habite dans un espace de très grande dimension comme ceci, peut être réduit à l'aide d'une matrice qui projette chaque état, donc l'activité des neurones, vers un état ici composé, donc M fois X, qui vit dans un plus petit espace. Donc, si vous aimez mieux, je remplace les valeurs d'activité de chacun des neurones par un nombre, petit n, de variables qui décrivent l'activité des collectivités des neurones sur le réseau. Mais on se rend compte qu'on peut réduire de façon optimale. Il existe une réduction optimale qu'on peut démontrer. Et en plus, cette réduction-là a une bonne qualité. Donc, autrement dit, lorsqu'on a un faible rang efficace, ce qu'on appelle la low rank hypothesis, ça implique une petite dimension. Donc, autrement dit, il y a toujours une simplicité sous-jacente qui est cachée au réseau de neurones, et c'est vrai pour plusieurs réseaux complexes. Donc, nos résultats s'expriment en termes de théorème. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que je manque de temps. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'en réalité, si on se concentre sur le cas de la dynamique neuronale, ici c'est un cas du C. elegans, je vous demande de regarder seulement la courbe bleue qui représente la décroissance des valeurs singulières et la courbe rouge qui est l'erreur qui est commise par la réduction dimensionnelle en fonction de la dimension du système réduit, du nombre de variables collectives que j'utilise. Donc, on se rend compte que cette décroissance-là suit la décroissance des valeurs singulières. Donc, c'est un bon indice que grâce à la décroissance rapide, on peut faire une assez bonne prédiction de la dynamique à l'aide de variables collectives. Lorsqu'on fait la réduction dimensionnelle, ça nous permet aussi, on peut définir une nouvelle variable qui est collective, qui est X, et des paramètres structuraux, ici c'est gamma, qui nous dit la force des interactions entre les neurones. Et on obtient encore une fois, grâce à cette méthode-là, des diagrammes de résilience qui prédisent, donc en bleu, c'est la ligne réelle et en orange, c'est la prédiction faite par la réduction dimensionnelle, qui prédisent de façon qualitative encore assez bien le comportement des réseaux à grande échelle. C'est-à-dire que si on a une perturbation, on brise certaines interactions, on peut perdre l'activité et pour la récupérer, il faut reconstruire une grosse partie du réseau pour remonter à la branche supérieure. Donc, si je me permets, j'ai dépassé mon temps, mais je vais prendre 2 minutes pour conclure. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'en fait, les réseaux de neurones sont évidemment complexes, mais se décrivent aussi à l'aide de matrices et d'équations différentielles non linéaires. La décomposition en valeurs singulières, je vous invite à l'étudier un petit peu plus. C'est un outil extrêmement efficace et polyvalent pour étudier les réseaux de neurones, mais aussi les réseaux en général et aussi les données. Donc, ça, c'est un autre problème, mais vous pouvez utiliser la décomposition en valeurs singulières pour étudier plusieurs données de laboratoire qui n'ont rien à voir avec les réseaux de neurones. La représentation matricielle des réseaux de neurones réels a toujours un petit rang efficace. Donc ça, c'est une grande surprise. Autrement dit, il y a toujours une simplicité sous-jacente au réseau de neurones. Et grâce à cette simplicité sous-jacente, on peut réduire la dimension. C'est-à-dire qu'il existe toujours un sous-système, une superposition des variables d'activité, qui a un système d'équation différentielle de petite dimension.
Et l'erreur commise lorsqu'on réduit le nombre de variables décroît en fonction de la décroissance des valeurs singulières. Donc, tant que la décroissance est extrêmement rapide des valeurs singulières, vous pouvez vous attendre à une décroissance rapide des erreurs commises lorsque vous étudiez la dynamique. Donc, tout ceci, c'est ce qu'on a résolu, mais en réalité, il y a encore beaucoup de problèmes qui nous intéressent. Je me permets de mentionner, entre autres, que pour l'instant, les neurones variaient, mais pas les synapses. Donc, il existe quelque chose d'extrêmement important en neurosciences qui est la plasticité synaptique, qui a été développé, entre autres, par un Montréalais à McGill, Donald Ebb. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une variation des poids en fonction de l'activité des neurones. Donc, ça reste, on est en train de le faire à incorporer dans notre formalisme. Il y a aussi l'effet de la maturation de l'apprentissage sur le rang efficace des connectomes. Ça serait particulièrement intéressant à étudier dans le cas du poisson zèbre. Et évidemment, l'application de toute la réduction dimensionnelle et de la théorie de la résilience sur les données réelles collectées sur les animaux, par exemple, dans les laboratoires ou au centre de recherche cerveau. Ça reste à être étudié plus en profondeur. Si jamais vous avez un léger intérêt pour les neurosciences, et si j'ai réussi à piquer votre curiosité, je vous invite à lire 2 livres extrêmement faciles à lire, accessibles. Le premier en français, en plus, c'est l'histoire du cerveau par le professeur André Parent, qui est au Centre de recherche cerveau à Québec, qui fait essentiellement le panorama du développement des neurosciences depuis l'Antiquité jusqu'au 20e siècle. Et il y a aussi un très beau livre, facile à lire, de Models of the Mind, by Grace Lindsay, et qui s'adresse particulièrement aux physiciens, qui souligne la contribution des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs au développement des neurosciences, qui est vraiment un domaine transdisciplinaire. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nos travaux, bien, je vous invite à consulter le site web de notre groupe. Cela dit, je vous remercie de votre attention et je suis évidemment disponible si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, M. Desrosiers, pour cette superbe conférence sur les réseaux de neurones. On en arrive maintenant à la période des questions, mais avant, j'invite toutes les personnes qui ont assisté à la conférence de ce soir à s'inscrire à notre conférence de la semaine prochaine à 6h30 heure de l'Est, qui sera donnée par la professeure Renée Hlozek de l'Université de Toronto sur ses travaux de recherche en cosmologie. Donc, je vais mettre le lien dans la discussion tout de suite. Ça donne toutes les informations, dans le fond, sur la série L'heure de la physique. Je vais mettre par l'enregistrement